voir ici, on vous fait apparaître une petite série de tests qui peuvent être tout à fait intéressants. Ils sont tous des tests de corrélation. Ça va? Des coefficients de corrélation. Alors, vous voyez que le R de Browne-Peterson se trouve dans une case où il est la croisée entre des données métriques et des données métriques, qui permet donc d'étudier les corrélations entre deux catégories de données métriques. Ça va? Ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est les corrélations qu'on fait sur des données ordinales, des données de rang. Ça va? Oui, alors normalement, il y a vraiment un problème technique, je ne sais pas si ça sort, mais théoriquement, vous devriez avoir dans la petite case qui est en vert, rho de Spearman et taux de Kendall. Ça va? C'est ça que je devrais apparaître. Voilà. Et donc avec vous, on va travailler le rho de Spearman et le taux de Kendall. Tous les autres qui apparaissent, on ne les verra pas dans le cadre de ce cours et probablement pas non plus dans le cadre du cours des avocats. Genre jamais. Donc on les verra jamais. A priori, pas plus. Mais c'est toujours a priori, hein, parce qu'on est bien expliqué chez nous. Donc, voilà. Alors, donc, retenez que pour cette séance-ci, on travaille sur des données métriques, on va travailler sur des données de rang, d'accord, des données ordinales. Mais évidemment, ces données, ça peut être des données métriques qui sont transformées pour devenir des données de rang. Ça va? Quand vous attribuez les rangs, ben, en gros, vous transformez vos données métriques en données ordinales. Ok? Gardez juste ça en tête. Alors, ces fameux rangs ont des propriétés que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous. Mais en gros, il faut les retenir, ces propriétés. Alors, pour une fois, on ne va pas vous embêter avec d'où qu'elles viennent les propriétés, qu'est-ce que c'est qui fait que c'est comme ça. Vous les retenez. Ça marche comme ça. Ça va? Pour une fois, on ne va pas plus loin. Donc, en gros, ce que vous devez retenir, c'est les petites formules qui sont là, dans lesquelles vous avez la somme des carrés des rangs, qui vaut toujours n multiplié par n plus 1 divisé par v. N, en fait, c'est le nombre de couples de données que vous avez. Ça va? Donc vous allez voir qu'on a des tableaux où on a pour un même sujet, par exemple, deux prises de données. Les deux données qu'on a pour un sujet, on appelle ça un couple de données. Et le nombre de couples de données qu'on a, qui équivaut généralement au nombre de sujets, d'accord? C'est toujours le cas quand c'est des données à varier. Ben, ce nombre de couples, c'est le n. Ok? Vous avez aussi la somme des carrés des rangs, qui se calcule de la manière qui est présentée là, et puis la somme des différences au carré. C'est toutes des choses dont on va se servir. Rebienvenue. Ok, donc ça, les trucs à retenir. Et on va se lancer directement dans la nouvelle théorie. Donc s'il vous plaît, dès que vous êtes prêts, dès qu'un truc n'explique pas bien, on a bien conscience qu'on n'explique pas tout bien, vous nous arrêtez, vous dites ça c'est vraiment pas clair, je n'ai pas tout encore. Okay. On a toutes les deux une manière différente d'expliquer. C'est moi qui explique en premier, puis Mélanie prend le relais quand vous êtes perdu. Ça va? Alors, le tout premier qu'on va travailler, c'est le fameux rho de Spearman. Ce que vous avez, je l'espère, dans les corrélations, c'est qu'elles permettent d'apprécier la force de relation qui existe entre deux variables. Okay. Le principe de base des corrélations. Je vous expliquais il y a 30 secondes ce que c'était le n. Le n, c'est le nombre de paires de données qu'on a. Donc, les choses à retenir, on travaille sur la force d'une relation, parce que c'est une relation, et on travaille évidemment sur des paires de données, parce qu'on s'intéresse à la relation entre deux variables. Ça va? Ça, c'est le principe de base. Alors, on peut étudier ça avec des paires de données qui sont métriques, mais je vous l'ai dit, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est les paires de données ordinales. Si vous n'avez pas de données ordinales à la base, vous pouvez les transformer. Vous pouvez transformer des données métriques en données ordinales. Okay. Alors, ce qui nous intéresse, en fait, pour pouvoir, au fond, évaluer la relation entre deux variables, en gros, ce qu'on peut faire, c'est voir si, en fait, ces données sont différentes ou pas. Je crois que j'ai dit la force de relation entre deux variables. C'est la force de relation entre des données. Ça va? On peut, au début, se dire, je vais essayer d'évaluer la différence qu'il y a entre ces données. Okay. Donc, si vous prenez n'importe quelle paire de données, on est dans la métrique de niveau,
on peut dire qu'on évalue la différence entre ces deux paires de données en disant je fais ma donnée, la première donnée que j'ai dans le rang X, moins la première que j'ai dans la colonne Y. Ça va? Je regarde la différence. Par exemple, on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça. Vous voyez que pour mes premières mesures, j'ai des rangs qui vont de 1 à 8, et pour mes deuxièmes mesures, j'ai des rangs qui vont de 1 à 8 aussi. Autrement dit, on a exactement les mêmes rangs d'un côté et de l'autre. Quand on pense en termes de corrélation et qu'on voit ce genre de truc, on se dit directement que c'est une corrélation parfaite, positive. Ça va? Parce que chaque fois qu'on a un d'un côté, on a un de l'autre. D'accord? Donc, les deux variables évoluent exactement de la même manière et vous vous retrouvez avec une corrélation parfaite, positive. Ça va? Oui. Donc, en fait, les données covarient. Ça va? On reste dans ce principe-là. Si on se dit qu'on va voir à quel point elles sont différentes, en fait, on se rend très rapidement compte, même sans faire le calcul, qu'elles ne sont pas du tout différentes, puisqu'on a les mêmes chiffres de chaque côté. Ça va? Mais si on fait la différence, vous allez voir pourquoi, parce que c'est tout un processus de réflexion, bien sûr. Si on fait la différence, on se rend compte que systématiquement, elle est de 0. C'est normal. 1 moins 1, ça fait 0, 2 moins 2, toujours 0. Ça va? Alors, on peut faire le test avec d'autres types de données. Vous savez qu'on a les corrélations positives, mais on a aussi des corrélations négatives. Ça va? Si on se retrouve dans une configuration comme celle-ci, qui pour le coup est celle d'une corrélation parfaite négative, ça va? On va de 1 à 8 d'un côté et de 8 à 1 de l'autre. Si on fait la même chose, vous voyez que c'est plus des zéros qu'on a comme différence, surprise incroyable, mais des chiffres qui varient pas mal, puisqu'on va du très négatif au plutôt très positif. Ça va? Alors, c'est très bien d'observer ça, mais c'est pas suffisant. Ça nous permet effectivement de voir qu'il y a des différences de données à données, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y a une espèce d'effet global. Ça va? Alors, pour faire ça, en général, ce qu'on se dit, c'est qu'on va sommer les différences. Il y a pas mal de tests que vous avez vus et qu'on va encore voir dans les prochains cours, où on travaille sur des sommes de différences. Ça va? Alors, on va appliquer ça, juste pour voir ce que ça donne. On reprend nos chiffres pour une corrélation parfaite positive et une corrélation parfaite négative. Et on se rend compte que c'est fort bien, sauf que là, les différences disparaissent complètement, parce que des deux côtés, on se retrouve avec un chiffre qui est égal à 0. Ça va? Alors, la technique, ce qu'on fait quand on est coincé avec des sommes, en général, on fait des carrés pour que les différences se manifestent plus. Okay? C'est sans doute un truc que vous avez déjà vu aussi dans d'autres cours. Alors, on va tester l'affaire. Je l'applique à mes données et je me rends compte que cette fois-ci, si je garde effectivement ma somme de différences, mais que je mets les différences au carré, en fait, là, j'ai une très grosse différence qui se manifeste. Je vois que je conserve un 0 quand j'ai une corrélation positive, alors que j'ai un 168, qui est un chiffre beaucoup plus gros dans l'absolu, quand j'ai une corrélation négative. Alors je vous dis, c'est beaucoup plus gros dans l'absolu. Super. Est-ce que c'est intéressant pour calculer des corrélations? Non, ça ne va pas nous aider, parce que vous avez vu, avec d'autres coefficients de corrélation, qu'une corrélation, ça va de moins 1 à plus 1. D'accord? Moins 1 pour une corrélation parfaite négative, et plus 1 pour une corrélation parfaite positive. Ça va? Donc là, c'est très bien, on voit des différences entre 0 et 168, clairement, il y a un monde de différences, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau de mes corrélations? Alors, c'est là qu'on passe au stade supérieur, ok? On arrête de se dire on va faire des sommes, on va faire des carrés, machin, dans ce genre-là. On se dit qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est utiliser les propriétés des rangs, puisque c'est là-dessus qu'on travaille. Okay? Alors, les propriétés des rangs qui vont nous intéresser, c'est en fait la somme des différences au carré pour des rangements opposés et pour des rangements qui sont identiques. Parce qu'en fait, ce qui va nous intéresser, c'est l'écart qu'il y a entre les données. Ça va? C'est très bien de savoir qu'on a une série de données comme ça, une série de données comme ça, mais les corrélations, c'est savoir le lien qu'il y a entre ces séries de données. Et donc, c'est pouvoir évaluer l'écart qu'il y a entre les séries de données. Ça va? Normalement, c'est là que vous commencez à être perdu. Donc, si je m'intéresse à cet écart-là, j'utilise en fait les propriétés des rangs qui vont me servir à faire quoi? À construire une magnifique formule qui va être celle que vous voyez apparaître ici. Parce qu'en fait, on va s'intéresser au rapport
en gros à l'écart qu'on observe dans nos données par rapport à l'écart maximal qu'on aurait pu avoir. Ça va? C'est ça le principe. Est-ce que ça c'est clair? C'est normal. En fait, il faut... Tout ce qu'on vous explique là, c'est la démarche qu'a eu Spearman quand il a eu la folie d'inventer son coefficient. Donc, son intérêt, c'est d'arriver à un coefficient qui varie de -1 à 1. C'est ça le but ultime. Donc, il s'est dit qu'il allait voir des différences, qu'il allait les sommer. En les sommant, il a vu que ça faisait 0, donc ça ne fonctionnait pas. Il les a mises au carré, ces différences, et il a sommé les carrés des différences. Alors, si la somme des carrés des différences vaut 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre les x et les y. Corrélation parfaite, on est à 1. C'est l'écart minimal, quand ça vaut 0. Mais cette somme des carrés des écarts, des différences, au maximum, ça équivaut à cette formule-là. Donc, tout à l'heure, on en avait 8 des couples de données, et donc, si on applique cette formule-là, avec un n qui vaut 8, on arrive à 168. Ça va? C'est le maximum pour l'écart entre deux paires de données, entre deux séries de données, dont le n vaut 8. Alors, ce qu'on va faire, c'est faire le rapport entre l'écart qu'on observe entre nos séries de données et l'écart maximal en appliquant la formule qu'on a ici au maximum. Donc, on compare la somme des différences mises au carré avec l'écart maximal. Donc, la formule que vous avez à gauche, c'est la même que la droite, simplement, comme on a le 3 tout en bas, ça revient au même que si on le monte. Ça va pour tout le monde, ça? Ok. Donc, quand on a ce rapport, on obtient un chiffre qui est compris entre 0 et 1. Parce qu'on a ce qu'on observe sur le maximum. C'est comme si on avait quelques morceaux de tarte sur la tarte entière, ben, c'est d'office compris entre 0 et 1. Oui? Et comme ce sont des sommes de carrés, c'est toujours positif, donc il n'y aura pas de négatif dans ce cas-ci, ce sera toujours entre 0 et 1. Sauf que lui, Spearman, il n'était toujours pas content, vu qu'il voulait quelque chose entre -1 et 1. Là, il obtient quelque chose entre 0 et 1. Donc, il faut multiplier l'écart par 2. Alors, c'est ce qu'il va faire. Il va multiplier cette formule par 2. Et donc, au lieu d'avoir 3 au numérateur, on va avoir 6. Sauf qu'en multipliant par 2, ben, on va avoir un écart qui est compris entre 0 et 2, et toujours pas entre -1 et 1. Et donc, il va falloir décaler. Et donc, pour ça, on fait 1 moins la formule. Et là, ça y est, c'est la formule finale du rho de Spearman. On a un coefficient qui est compris entre -1 et 1. Vous pourriez remplacer les profs. C'est super gentil, parce qu'on rame. Ça ne voit pas. Ça va. Donc voilà, est-ce que vous avez compris le cheminement? Parce qu'il se pourrait que vous ayez des questions à l'examen au niveau théorique. Pourquoi? Donc du style par exemple. Pour vous expliquer pourquoi ce type, il n'y a vraiment que ça à faire dans sa vie. Comment il était construit? Il s'est dit, je vais faire ça comme ça. Il avait des crises d'insomnie, ça J'en aurait sais été rien. Moi, je suis du mal à comprendre ces gens-là. Du style par exemple une question de théorie, ce serait connaissant madame. C'est M. Armani ou même Monsieur Armani. Plus que moi. Oui, plus vous ne connaissez Ah. pas. Donc ce serait du style par exemple avec double négation. Oui. Voilà. Donc on y va plus loin. Moi je résume moi. Donc ce serait pourquoi il y a un 1 par exemple. Voilà. Ça devrait être ça. C'est que des vrais ou faux, non? C'est pourquoi. Oui, la plupart, c'est des vrais ou faux. Maintenant, il y a quelques Il n'est pas faux de dire que le 1 est présent pour modifier le type d'écart. Voilà. Voilà. Ce genre de truc. Donc, en fait, ce qu'on essaie de vous faire comprendre là, c'est les grandes étapes qui amènent à cette formule super bizarre où vous trouvez un 6. Quoi. Enfin, moi, personnellement, une formule où je trouve un 6 alors que j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire là, je trouve ça bizarre. Toutes les formules sont bizarres. Moi, il y a trop de chiffres. Mais, en gros, le 6, qu'est-ce qu'il fout là? En gros, ben, le 6, il est là parce que, en fait, vous chipotez à plein de formules pour arriver à ce truc-là. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est à quoi vous chipotez et quel est le sens de ce truc-là. Donc, vous devez garder en tête que l'objectif de ce très gentil monsieur Spearman,
c'est d'arriver à créer un coefficient de corrélation pour des données ordinales, un coefficient de corrélation qu'on puisse comparer à des coefficients de corrélation tout à fait classiques, et donc qui doit pouvoir produire un indice qui se situe entre -1 et 1. Ça va? Et pour ça, il passe par les différentes étapes en se disant oui, il faut que j'amplifie les différences, donc d'abord je vais faire des sommes de différences. Ça n'amplifie pas suffisamment, ça n'amplifie plus du tout en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au carré mes différences et que je vais les sommer. Là, je me rends compte qu'effectivement, il y a un très grand écart entre mes données. Donc les deux trucs qu'on vous a montrés, de 1 à 8, de 1 à 8, ou bien de 1 à 8, de 8 à 1, c'est pour vous montrer les deux extrêmes du spectre, évidemment, dans le principe. Ça va? Pour vous montrer qu'il faut qu'on arrive à un -1 d'un côté et à un 1 de l'autre. Et puis il se dit que oui, c'est très bien, les sommes, les carrés de différence, c'est très joli, sauf que je suis toujours pas entre -1 et +1. Oh, mais tiens, tant que j'y pense, elles ont des propriétés en fait, tous mes rangs là. Oh, je vais les utiliser. Bah oui, tiens, bien sûr. Donc, il les utilise en réinjectant des formules de propriétés des rangs, en s'interrogeant sur un rapport en fait, en se disant qu'en fait, les grosses différences qu'il observe, il faut les mettre en rapport avec les différences maximales qu'on pouvait attendre. En gros, c'est vraiment ça le principe. Et en faisant ça, il se rend compte que c'est con parce qu'au final, il se trouve que sur un intervalle de 0 à 1, il va devoir le doubler d'office parce qu'en gros, de -1 à 1, vous avez deux pas, de -1 à 0 et de 0 à 1, ça va. Pour le doubler, le gars, il est futé, il a quand même fait pas mal de maths, il se dit, pour doubler, normalement on fait x2, bien vu, il le fait. Il se rend compte que malheureusement, bon, ça va toujours, on a quand même toujours le 0, mais on va jusqu'à 2, le 2 ça l'intéresse pas pour le coefficient de corrélation. Il doit le décaler vers l'arrière, et donc il fait 1 moins tout le truc qu'il vient de calculer. Et le 3 du début, là, ils sont donnés. Le 3 du début, c'est oui. Donc le 3 du début, c'est ici, donc il repasse au numérateur. Pourquoi il y en a un 3 là. Ça, c'est parce que c'est les propriétés des rangs. C'est comme ça. Donc oui, absolument. Voilà. Donc ça, on s'est posé la question tantôt, et donc on l'a demandé à M. Armeni, il nous a dit ça devient trop mathématique pour Ça, il nous demandera. Non. Donc ça ne sortira pas. Mais tu peux dire effectivement que voilà, le 3 est issu en fait d'une formule de calcul des propriétés des rangs, et du coup, en faisant les multiplications, c'est ça. Ça va? Globalement, oui. Il faut se mettre dans la tête de M. Armeni, qui s'est mis dans la tête de M. Spirval, tout à fait, c'est difficile. Je crois qu'il y a encore des intermédiaires. Entre les deux, ouais, justement, Ça va? Est-ce que globalement, la démarche, vous comprenez comment ça marche, le principe Moi j'ai une petite question. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi à la fin on fait 1 moins le gros truc plutôt que le gros truc moins 1? Pour décaler ton écart et pour avoir quelque chose qui sera entre -1 et 1. Parce que si tu fais le gros truc -1, On a aussi entre -1 et 1. tu vas avoir un écart de l'autre côté. Tu vas redécaler ton écart de l'autre côté. Je ne suis pas certaine du truc. Parce que c'était de 0 à 2. Maintenant, si on fait 1 moins 2, on arrivera à -1. Oui, mais si tu fais 2 moins 1, mais si on fait 0 moins 1, on arrive à -1. Et si on fait 2 moins 1, on arrive à 1. Ah, alors ça vient même. Non, mais là, ça va. Pas tout à fait. Mais si, parce que t'as -1. Pas tout à fait. Ah non, la formule, non. Mais sinon, c'est pas grave. Non, c'est une très bonne question. Malheureusement, on peut pas y répondre. Mais on peut se transformer. Ok, c'est toujours le problème à poser des questions. À mon siphon. C'est toujours mieux. Mais oui, c'est une très bonne question. Merci. Ok pour ça? Oui. Et donc, en gros, retenez que pour le rho de Spearman, l'intérêt, la logique, c'est de comparer les différences observées aux différences maximales. Ce qui est pour le coup assez logique. Parce qu'on se dit en fait, je vois que mes données sont différentes, mais en fait à quel point elles sont différentes par rapport à leur différence maximale potentielle. C'est dire en fait au final, elles sont pas si différentes que ça, ou se dire, putain oui, elles sont vraiment super différentes parce que je suis tout proche vraiment des différences maximales que j'aurais pu avoir. Ça va? Est-ce que ça va avec ça? Globalement. Si, bien sûr. Ok, donc si les principes sont assez clairs pour vous, on va passer aux exercices qui normalement sont censés éclairer les principes. Alors,